Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. On n'a pas pu assister malheureusement à la journée d'hier, mais ce qu'on a entendu aujourd'hui, la dernière présentation est vraiment passionnante et l'introduction aussi en fait. Et je crois que ce que nous on va raconter, ça va peut-être un petit peu résonner avec ce qui a été dit en introduction ici, parce qu'on va parler de planification d'urgence, gestion de crise et mémoire. Et donc, le titre ici, ce n'est pas le titre qui est indiqué dans le programme. En fait, je ne sais pas comment on avait décidé du titre. À mon avis, c'était un échange de mails où c'était dit, voilà, on pourrait parler de ceci ou de cela. Mais voilà, le titre, c'est celui-là. Voilà. Donc, crise de la mémoire et mémoire des crises. Bon, en introduction, l'événement pandémique a été déclenché par un agent qui n'est pas humain, mais qui, par son mode de socialisation particulier, a remis en question toute une série de frontières que nous avons construites en tant qu'humains, telles que les frontières d'un pays, mais aussi les frontières d'une mémoire ou de la mémoire. Et le mode de socialisation de ce virus a mis en évidence quelque chose d'assez particulier. D'un côté, son terrain d'action, sa façon de circuler correspond presque parfaitement à la manière dont circulent les personnes et les biens. Et le traçage, d'ailleurs, consiste justement à superposer la cartographie des déplacements de personnes à celui du virus. Donc, en quelque sorte, le virus ne fait que suivre les itinéraires que nous lui proposons en circulant nous-mêmes. Mais ce qui est particulier, c'est que les façons dont humains, animaux, virus circulent est en fait en décalage par rapport à la manière dont nous avons organisé beaucoup de nos institutions politiques, nos moyens d'intervention en cas de crise aussi, et nos mémoires. Alors, dans cet exposé, nous allons parler de gestion de crise au travers d'exemples empiriques. Et ces exemples nous servent pour essayer de penser les liens entre gestion de crise et mémoire en tant que pratique de fabrication et par conséquent aussi enjeu politique. Alors, avant de regarder de plus près la gestion de crise et plus particulièrement la gestion en Belgique de cette crise, nous allons brièvement soulever quelques éléments qui concernent les notions de mémoire et de risque avant d'y retourner à la fin de notre exposé. Alors, la littérature anthropologique insiste sur le fait que l'idée même de mémoire a une histoire, c'est-à-dire que l'articulation entre passé, présent et futur n'est pas la même dans toutes les sociétés, que ce soit historique ou contemporain. Et l'historien François Hartog, par exemple, parle dans ce cas-là de différents régimes d'historicité. Cela signifie aussi que la fabrication de liens au sein d'une communauté, la mémoire et la conception même d'une personne ou d'un nous se fait selon des modalités de temps et de mémoire différentes et chaque fois particulières. Maintenant, il existe beaucoup de travaux en histoire, en anthropologie, sur la naissance de l'État moderne et les façons dont une histoire commune, une mémoire partagée, s'est fabriquée au sein de ce qui était une nouvelle entité politique au XIXe siècle. Modernisation, la notion de progrès liée à l'industrialisation et la différenciation fonctionnelle au sein d'une société, au sein de l'État, ont transformé, selon cette littérature, la mémoire collective et ont défini de nouvelles frontières aussi pour la mémoire. Et cette transformation a été qualifiée de crise de mémoire par certains chercheurs. Mais mémoire de quoi? Avec les dynamiques de modernisation, d'industrialisation, il est intéressant de lier la notion de mémoire à celle du risque. Les deux notions ont en commun d'être sélectives. La mémoire, on le sait de nos propres expériences, est sélective, mais il en va de même pour les fabrications de mémoire collective, comme le montrent justement les historiens, les anthropologues qui ont étudié la naissance des États, par exemple. Mais le risque, quant à lui,
est aussi sélectif dans le sens où c'est le résultat d'un investissement statistique et de mise en priorité politique. Donc, quels événements vont rentrer dans nos calculs de probabilité, nos planifications et nos gestions de crise? Alors, dire que la mise en priorité est politique ne veut pas dire qu'elle soit arbitraire, pas dans le sens où il existerait, par exemple, un catalogue d'événements dommageables que l'on pourrait connaître à l'avance et autour duquel il y aura un débat politique et ensuite on sélectionne les risques qui nous intéressent. Plutôt au contraire, notre sensibilité aux dangers et menaces est conditionnée par notre histoire modernisatrice et sa façon de fabriquer de la mémoire, mais aussi de la non-mémoire ou de l'oubli. Et là, on pense aux travaux, par exemple, de l'historien Jean-Baptiste Fresso, qui montre que le récit de progrès moderne s'est construit sur la mise en oubli de certains dangers et de débats qui auraient pu mener, dans d'autres conditions, à d'autres issues et d'autres décisions. Alors, État, territoire, progrès, modernisatrice, ce sont des réalités historiques qui ont cadré nos sensibilités et nos priorités en termes de risques, mais aussi en termes de mémoire. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de discuter dans cet exposé. Parce qu'on rencontre ce cadre, justement, de manière assez concrète dans la gestion des risques et la planification d'urgence. Les pratiques de planification d'urgence et gestion de risques au sein d'un territoire et d'un système politique donné constituent alors un terrain privilégié pour mieux comprendre comment une forme de mémoire s'inscrit ou pas dans des pratiques d'intervention. Mais il s'agit d'une forme de mémoire qui cadre le lien entre passé et présent de façon à produire davantage de hors-cadre. Et c'est ça que Aline Thierry va nous expliquer plus en détail avec les cas belges. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc le contexte belge de la gestion de crise et de la planification d'urgence, mais de façon assez succincte. Nous avons retenu quelques éléments qui nous semblent pertinents ici pour lancer la discussion. Alors, tout d'abord, un élément qui est assez intéressant, c'est qu'en Belgique, notre cadre réglementaire, notre cadre législatif en matière de gestion de crise et de planification d'urgence, donc tout ce qui concerne la rédaction de ces fameux plans d'urgence, il est vraiment basé sur la mémoire d'une catastrophe qui a été très marquante. C'est la catastrophe de Guy-Languien. Et cette catastrophe-là, c'est une explosion de gaz sur un chantier de construction dans un zoning industriel. C'est une crise localisée qui va durer un certain temps, voilà, limité. Et elle va déboucher sur vraiment des modifications réglementaires, sur un arrêté royal en Belgique, qui date du 16 février 2006 et puis qui a été revu en 2019. Mais les grands principes fondateurs sont les mêmes, sont vraiment ceux qui sont d'une certaine façon une forme de mémoire de suite à la catastrophe de Guy-Languien. L'idée, c'est vraiment de gérer une situation d'urgence en se coordonnant, puisqu'il y a donc toute une série de services d'intervention qui doivent se coordonner sur le terrain. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de voir comment ils peuvent se coordonner de façon efficace en donnant une responsabilité à l'autorité politique aussi, au niveau local déjà, des communes en Belgique, donc l'équivalent des mairies ici en France. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans toute cette législation-là, qui est vraiment notre cadre fondateur, on ne parle pas de crise, on parle de situation d'urgence. Et l'objectif, c'est vraiment le retour à la situation normale. Le plus rapidement possible, on gère la crise pour revenir à une situation normale. Et donc, nulle part, on ne pense en termes de temporalité. Dans le nouvel arrêté de 2019, il y a quelques phrases qui concernent le rétablissement, où on se rend compte que, voilà, effectivement, on ne va peut-être pas directement revenir à une situation normale, mais donc il va y avoir une phase de rétablissement, mais elle est très peu définie et très peu préparée. Donc, il y a toute une série d'impensés, en fait, dans cette législation et dans ce cadrage de la gestion de crise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, face à une crise comme la crise de Covid, notre modèle de planification d'urgence et de gestion de crise a été mis sous tension. Alors, on a retenu 3 dimensions: la préparation à la survenance de la crise, le sens qui va être donné à la crise émergente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va prendre en compte les messages d'alerte, et ensuite la gestion des larges réseaux d'intervention. Alors, est-ce que le niveau de préparation était suffisant? Alors, on l'a déjà dit, on le rappelle ici, il n'y avait pas vraiment de mémoire collective face à un risque pandémique.
Donc, il y avait eu effectivement la grippe de Hong Kong en 68-69, mais là aussi, pas de mémoire en fait de cette pandémie. Le plus proche, c'était en fait la grippe H1N1, mais qui avait été presque une contre-mémoire. Donc, dans le sens où il y avait des dispositifs qui avaient été à l'époque mis en place, des campagnes de sensibilisation, des mesures qui avaient été prises, et finalement, qui avaient donné peu de résultats, et donc qui avaient fait un peu l'effet inverse, en se disant on a peut-être trop investi, et donc voilà. Alors, au début de la crise, bien, comme vous, on a cherché le plan pandémie. En mars 2020, on l'a cherché et on l'a obtenu. Il y avait donc bien un plan pandémie qui datait de 2006, mais 2006, c'est du temps long pour la Belgique. En plus, après 2006, il y a eu des réformes d'État extrêmement importantes, notamment pour les matières de santé, qui ont été régionalisées. Donc, la Belgique est un État fédéral très complexe, avec les matières de santé qui ont été régionalisées. On avait donc, au moment de la crise de Covid, 9 ministres de la santé en Belgique pour gérer. Donc, voilà, donc toute cette régionalisation-là, et donc le fait que les compétences, par exemple, pour les maisons de repos, pour les personnes âgées, les compétences en matière de santé étaient vraiment dispersées entre toute une série d'acteurs. Et évidemment, le plan pandémie de 2006 ne tenait absolument pas compte de ça, puisqu'il avait été fait avant la réforme. Il n'y avait pas non plus de plan sanitaire. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important, parce que, alors c'est un peu technique, le plan monodisciplinaire des deux, en fait, en Belgique, donc cet arrêté royal de 2019 et de 2006, donc précédemment, rassemble les services d'intervention, les missions sous forme de discipline. La discipline 2, c'est tout ce qui concerne le psychosocial, le médical et le psychosocial. Et donc, il y avait toute une série de plans qui existaient pour comment cette discipline allait s'organiser en cas d'urgence, en cas de grands rassemblements dans les grands événements, comment est-ce qu'elle va s'organiser aussi par rapport au grand rassemblement et au plan psychosocial. Donc là, il y avait des plans. Et en fait, il y avait un quatrième volet qui était prévu, c'était le plan sanitaire. Mais en fait, ce plan-là n'avait pas encore été établi à l'époque de la crise de Covid. Donc, en plus, donc je l'ai dit, donc les compétences en matière de santé sont très dispersées, et il y a un patchwork, on pourrait dire, de services professionnels, donc qui n'ont pas vraiment de hiérarchie les unes par rapport aux autres, contrairement à, par exemple, une crise qui va être gérée par ce qu'on appelle la discipline 1, qui sont les services d'urgence comme les pompiers. Eux, ils sont très fortement structurés, hiérarchisés. Ici, les services de santé n'ont pas de lien de hiérarchie spécifiquement l'un par rapport aux autres. Et donc, on a vraiment... voilà. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et par ailleurs, on avait aussi remarqué que dans les auto-évaluations en matière de santé, les fameuses PAR, la Belgique, il était quand même mentionné qu'il y avait un sous-investissement en matière de santé. Donc, on a une bonne infrastructure au niveau du service, des services hospitaliers. Mais par contre, par rapport à la moyenne européenne, on est, par rapport au nombre de patients par infirmier ou médecin, on est vraiment à un niveau très élevé. Donc, ça veut dire qu'au niveau du personnel, on est déjà en temps normal quasi à saturation. Et par ailleurs, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on avait mis en place un stock de masques, un stock stratégique de masques dans la suite du plan pandémie de 2006, mais qui avait entièrement été détruit en 2017-2018 pour des raisons principalement d'économie, et parce que la pandémie, en fait, était considérée comme un scénario peu probable. Alors, en ce qui concerne donner du sens à la crise émergente, donc les mécanismes de mise en alerte. Alors, en Belgique, il y a bien le système d'épidémiosurveillance qui a activé dès janvier 2020, avec un centre belge de référence pour les coronavirus qui est situé à l'université de Leuven. Mais tout le modèle est basé sur le SRAS, donc le syndrome respiratoire aigu, et on se rend compte que finalement ce modèle-là, qui va être celui qui va être le modèle principal sur lequel on se base, est inadapté, notamment face au Covid et toute la question des asymptomatiques. Donc ça veut dire que dans les premiers temps de la crise, à chaque fois on va dire si quelqu'un a des symptômes, on va le tester. Mais en fait, on se rend compte que ce modèle-là n'était peut-être pas celui qui était le plus adapté. Et la Belgique va tarder à développer des tests et aussi tout ce qu'on a entendu parler des suivis de contact, etc. Ça a été vraiment très compliqué à mettre en place et très insuffisant, en tout cas dans les premiers temps de la crise. En ce qui concerne gérer les larges réseaux d'intervention,
et prendre des décisions en fait, face à des grandes incertitudes. Donc, ce qu'on remarque, c'est que nos dispositifs en matière de gestion de crise, tels qu'ils sont pensés, sont dimensionnés pour d'autres formes de crise, d'autres types de crises. Comme je vous l'ai dit, le cadrage, c'est vraiment celui de la crise de Guilandien, localisé et limité dans le temps. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'en Belgique, vous le savez certainement, il y a toujours des négociations assez longues pour former le gouvernement. Et donc, en mars 2020, nous étions dans un gouvernement minoritaire, donc qui avait des compétences très limitées pour prendre en fait des mesures. Ils vont mobiliser aussi des structures qui ne sont pas celles qui sont normalement mobilisées en temps de crise. Donc, par exemple, dans les premiers temps de la crise, donc là, je parle vraiment du premier confinement, mars 2020 jusqu'à juin, juillet 2020, on a la structure du Conseil national de sécurité qui va être mobilisée pour prendre les décisions politiques avec des groupes d'experts qui sont des virologues, des épidémiologistes, des infectiologues. Et ce Conseil national de sécurité, nous, ça nous a vraiment semblé très étrange de le mobiliser à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est une structure qui était pensée vraiment pour, à la suite des attentats, en fait. Donc en matière sécuritaire, en fait. Et donc, ce n'était pas du tout une structure qui avait été pensée pour une gestion de crise d'un autre ordre, comme une pandémie. Et donc, on est passé à côté de la dimension sociétale des risques. Ça, je pense que ça a été très clair. Hein. Les seuls experts qui ont véritablement été entendus et qui ont conseillé, c'était vraiment les virologues, les épidémiologistes, les infectiologues, alors que, comme on l'a dit en introduction, effectivement, c'est une crise. Ce sont des crises qui ont touché bien d'autres aspects aussi par rapport à la société, à notre vie en société, et qui ont été finalement très peu pris en compte dans la gestion. Et puis, on a eu aussi des oubliés, hein, les collectivités, notamment les maisons de repos. Et ce qui était aussi assez intéressant, c'est de remarquer que finalement, quand on a analysé le plan de 2006, il y avait déjà un avis du comité d'éthique qui avait mis en évidence à l'époque que si on était un jour confronté à une pandémie, les maisons de repos étaient vraiment un point d'attention très important sur lequel il allait falloir il fallait agir, etc. Donc, on voit que c'était quand même des points qui avaient déjà été mentionnés, mais sur lesquels, voilà, il n'y avait pas eu... Et puis alors aussi, effectivement, on a constaté avec le Covid l'implication des citoyens, notamment avec la création des masques, etc. Et c'est une forme d'implication qui est un peu en opposition avec la logique top-down de la gestion de crise, en fait, hein, qui est très pensée sans les citoyens, finalement. En Belgique, les plans d'urgence, on n'inclut pas les citoyens dans la façon dont on pense les mesures de protection de la population, par exemple, ou comment on va les intégrer dans les réflexions par rapport aux risques sur leur territoire. Et donc, là, on a vu effectivement une implication quand même des citoyens par rapport à toute une série de points et qui s'opposent d'une certaine façon à la logique top-down. Et donc, quelques points d'attention avant de passer à la conclusion. Ce qui est important, enfin, ce qu'on voudrait retenir ici, c'est vraiment de dire que les gouvernements se sont fait surprendre. Ils se sont fait surprendre parce qu'ils ont dû gérer des crises en mobilisant des plans et des procédures qui étaient inadéquats. Ils n'ont pas pu en fait transformer les signaux d'alerte de la pandémie en véritables plans d'action stratégiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, en juillet 2021, on a connu des inondations très marquantes en Wallonie. On a aussi travaillé sur ce sujet-là. Et c'est vraiment impressionnant de voir finalement les parallèles qu'on peut tracer entre la pandémie, qui est en fait tout à fait autre chose comme crise, vous allez me dire, et les inondations. Les trois éléments que je viens de vous citer, aussi bien la prise en compte des alertes, la gestion des réseaux d'intervention étendus, puisque les inondations ont touché des territoires très larges, et bien tout ça, en fait, on remarque que finalement, on a aussi été hors cadre avec ces inondations et on n'a pas su les gérer non plus. On s'est fait aussi surprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à souligner. On se rend compte aussi en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas que les processus d'apprentissage de crise, précisément sur la gestion de crise ici, donc par exemple, on parle beaucoup de débriefing qui sont en principe obligatoires, mais dans la réalité, on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place. Il y a plusieurs choses qui sont mentionnées, notamment quand il y a eu des traumatismes. Donc, comment revenir sur certaines choses qui sont traumatisantes, sur certaines crises, les inondations, voilà, c'était un moment marquant, traumatisant. On n'a pas envie de recommencer à parler de ça. Le Covid, c'est pareil, en Belgique en tout cas, on le voit même dans les secteurs comme les intervenants sociaux, etc. Quand on va parler, que s'est-il passé pendant le Covid, on voit qu'il y a quand même une résistance, ou en tout cas des traumatismes
qui ont été vécues en fait, pendant cette période-là. Et donc, c'est très difficile de revenir pour échanger, faire des retours d'expérience et tirer des enseignements. Donc, c'est un élément important. Puis alors, il y a la question de la responsabilité. On est dans une dynamique, nous, en Belgique, où on est de plus en plus à la recherche des responsables. Hein. Qu'est-ce qui a finalement mal fait son travail? C'est très visible par rapport à la question des inondations pour le moment, puisqu'il y a toute une enquête en cours pour homicide involontaire dans laquelle on va vraiment interviewer toutes les personnes qui ont été dans la gestion de la crise, en fait. Donc, ils ont très peur de parler aussi parce qu'ils ont peur d'avoir cette question de la responsabilité. Il y a aussi la question de manque de temps et de méthodologie aussi. Comment est-ce qu'on peut travailler pour justement, face à des... Voilà, il y a des méthodes qui existent, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment établies, mises à disposition. Et donc, ce sont des éléments qui vont un peu à l'encontre, finalement, de la construction de la mémoire. Voilà. Et alors, évidemment, le dernier point, j'en ai déjà parlé, c'est cette approche très top-down qui est trop rigide. Hein. On se rend compte que quand une crise touche un territoire aussi étendu, bah, ouais, l'État ne va jamais savoir tout gérer d'une certaine façon. Donc, il y a une nécessité d'intégrer la population elle-même dans les structures de gestion des risques. Et ça, c'est un gros travail, en tout cas en Belgique, voilà, qui doit être fait. Mais je vais laisser la parole à Kim pour vraiment les derniers mots de conclusion. Voilà. Ouais. Je prends sur moi uniquement la formulation de quelques conclusions, mais je ne veux pas du tout prendre le monopole sur ces conclusions-là. Donc, Aline doit non, tu ne dois pas, mais je t'invite à me compléter ou me contredire. Oui, on aimait bien tous les deux cette citation qui vient de Lewis Carroll, c'est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. It's a poor sort of memory that only works backwards. And pourquoi pauvre? Pourquoi est-ce que c'est mémoire pauvre? Mais parce qu'elle ne permet pas d'apprentissage. Et je crois que tout ce que Aline vient d'expliquer en termes très, très concrets, voilà, on va s'organiser à chaque fois en fonction de ce qu'on vient de vivre. Mais cette mémoire peine à aller plus en arrière. Et donc, en quelque sorte, on se dit que voilà, ça produit du hors cadre. Et donc, la crise, on peut la voir pas uniquement en termes d'une nature inhérente qui serait la crise ou l'événement ici, où le virus est hors cadre de par ses propriétés, mais c'est plus par son rencontre, de par sa rencontre avec ce que nous, on a mis en place, nos pratiques d'intervention. Donc, la crise plutôt comme un point de rencontre, mais pas comme quelque chose qui aurait de propriétés inhérentes ou objectifs propres à elles-mêmes uniquement. Et cette production de hors cadre, donc la façon dont, en tout cas, ce qu'Aline a présenté ici, la façon dont on a organisé pour l'instant en gestion de crise produit donc du hors cadre, et c'est pas uniquement dans le cas de la pandémie, c'est quelque chose qu'on souhaitait souligner aussi. On a parlé ici d'inondations, il y a eu des attentats en Belgique aussi qui aussi nous ont surpris. Il y a autre chose sur laquelle on veut insister, c'est quelque chose qu'on a pu observer, cela n'arrivera pas ici. Et c'est déjà une indication de manque de mémoire quelque part, et ça indique les frontières de la mémoire dont je vous ai parlé un petit peu au début de l'exposé. Et on se demande s'il n'y a pas, avec ce qu'on a souligné au début, cette histoire de modernisatrice. Et pour revenir à, par exemple, François Hartog, qui a proposé cette idée de régime d'historicité, parle aussi de présentisme. Si ce n'est pas lié à un sentiment d'invulnérabilité, en quelque sorte. Et si, pour penser les crises autrement et nos moyens d'intervenir, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre, en quelque sorte aussi, à se
se repositionner peut-être en tant qu'être, en tant que collectivité vulnérable. Donc, se resituer dans le monde, fabriquer d'autres nous et oser la vulnérabilité en quelque sorte. Et quand on dit fabriquer d'autres nous, mais on pense, par exemple, le virus, il nous a fait, en quelque sorte, il nous a proposé de penser à une autre sorte de nous qui va jusqu'en Asie et qui ne s'arrête pas aux frontières de la Belgique ou de l'Europe. Qui va aussi en Afrique, où il y a eu des crises de Ebola. On pense aussi à Zika et la dengue, qui, il y a peut-être 10 ans, on disait ouais, c'est des maladies loin d'ici. Et on publie, il y a des articles sur ces maladies-là dans des revues qui s'appellent Neglected Tropical Diseases. Ça dit déjà beaucoup, en fait, sur la façon dont on voit ces maladies. Mais j'ai entendu récemment, dans une discussion avec Serge Morand, que vous connaissez peut-être, qui est un des spécialistes auprès de l'OMS de One Health, que la dengue est en train de monter et de monter. Il est maintenant en France, dans le sud de la France, la maladie monte. Ça va devenir une maladie d'ici. Et donc, la question à nouveau de cette mémoire, et c'est cet autre nous qu'on doit peut-être fabriquer ou apprendre à fabriquer. Alors, faut-il une culture de risque? On pose la question parce que tous les deux, dans nos travail, dans la discussion avec des collègues, mais aussi d'autres facultés, ce dernier temps, on nous parle tout le temps, il faut une culture du risque. Mais est-ce que c'est... Oui, voilà. Je veux juste mettre un peu en problème cette expression parce que c'est peut-être intéressant d'y réfléchir. Est-ce que c'est vraiment culture du risque? En quelque sorte, ce qu'on a dit ici dans l'exposé, c'est que cette crise de la mémoire, ce présentisme, c'est notre culture de risque, justement. Notre culture de risque se caractérise par une forme de mémoire très, très particulière qui va seulement en arrière. Et donc, oui, et le risque aussi dans notre culture, voilà, c'est une catégorie en fait très technique. On l'utilise dans le langage courant à plusieurs sauces, mais c'est en fait un terme très technique et qui conditionne la façon dont on pense les crises et la gestion de la planification d'urgence. Et donc, comme d'autres l'ont déjà souligné, comme Frédéric Kay, comme Andrew Lakoff, il est important de sortir de ce dispositif fondé sur les calculs de probabilité et de penser aussi à des futurs possibles et commencer à scénariser, à faire de la vigilance, ce qu'ils appellent la vigilance, par exemple. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le mot risque. Je ne vais pas m'attarder sur culture parce que en anthropologie, culture, c'est très compliqué. C'est ce qui nous intéresse. En même temps, voilà. Donc, ça ne nous permet pas, ce n'est pas opérationnel comme concept. Le risque, voilà, il est sous sa forme très probabiliste, mais il y a aussi une acception philosophique, pragmatiste, que nous propose par exemple la philosophe Isabelle Stengers de risque. Et elle va parler plutôt de prendre le risque de mettre en suspens ce qu'on connaît. Ça ne veut pas dire balayer ce qu'on connaît, mais mettre en suspens pour ne pas trop vite passer à des plans d'action sur base de ce qu'on connaît. Et tout ça afin de permettre de redéfinir une situation et le sens qu'on pourrait lui donner. C'est un travail collectif et je reviens à ce que Aline disait, on se rend compte, et je crois que les acteurs qui interviennent sur le terrain le disent de plus en plus eux-mêmes que les citoyens ont un rôle à jouer, mais ils sont partagés, je crois, sur ce rôle à remplir. Est-ce que le citoyen, est-ce que c'est le citoyen qu'il faut informer tout simplement et inculquer en quelque sorte les bons comportements à adopter, ou est-ce qu'il pourrait y avoir un rôle plus important? Et c'est là que cette prise de risque dans le sens philosophique va aussi un peu rejouer le partage entre experts et
enfin, experts et citoyens ou profanes. Voilà. Voilà, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Tu veux encore voilà, donc merci pour votre attention. Ah si, voilà. Oui, oui, merci. Donc juste peut-être pour juste un petit complément, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur la gestion de crise et la planification d'urgence. Donc déjà bien avant le Covid, la question de la participation des citoyens dans les plans d'urgence, dans les processus de création des plans, etc., elle avait été déjà travaillée, enfin mentionnée. On avait fait des focus group dans des écoles. Et donc, cette approche top-down, elle est aussi, je pense, en lien avec le fait que, avec le discours peut-être politique du risque zéro. En Belgique, en tout cas, c'est fort présent. C'est-à-dire que c'est un discours politique qui est plutôt de dire, oui, en fait, tout va bien, on a tout prévu, finalement, le risque n'existe pas. C'est une forme de discours dont on pense qu'il faudrait sortir pour pouvoir justement à un certain moment changer de dynamique aussi. Mais pour le moment, ça l'est encore. J'ai encore entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, en Belgique, nous avons notre plan nucléaire, tout est prêt, tout a été pensé. Donc, ce sont des documents qui ont une fonction, enfin les plans, et c'est vrai qu'il ne faut pas penser que ces plans finalement ont une fonction uniquement opérationnelle. Ils ont une fonction très fortement politique aussi, qui est de rassurer les citoyens, de dire voilà, il y a des risques qui sont établis, on a des plans, et donc voilà. Mais alors, ces plans ne sont pas pensés avec l'intégration effectivement des citoyens. Et donc, toute une série de consignes, comme par exemple les évacuations qui ont dû être fortement mobilisées dans le cadre des inondations. Là, ça a été vraiment très compliqué de faire évacuer une population, des populations, puisque la population, c'est dans sa pluralité aussi, qui n'avaient pas du tout été sensibilisées ou même n'avaient jamais été préparées à devoir évacuer à un certain moment son domicile. Donc, ça mène vraiment à il y a des problèmes très, très concrets aussi sur le terrain. Donc, voilà. Juste enfin deux phrases sur la question de la population qui, en situation d'urgence, n'ont pas été impliqués parce qu'ils n'étaient pas acculturés ou littrés par rapport au risque. Mais ça, c'est en lui-même, c'est une conséquence aussi d'un partage historique entre les types de savoir dans notre société, les types de connaissances, les types d'expertise qui sont valorisés. Donc, c'est déjà une conséquence d'un certain partage et qui a été bien documenté aussi par des historiens de la science. Ce n'est pas au hasard que j'ai cité Isabelle Stengers aussi, qui a travaillé sur ce. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en quelque sorte. On ne les implique pas parce qu'ils ne connaissent pas, oui, mais on ne les a jamais impliqués. Et il y a une histoire de cette forme ou forme d'implication, non-implication et de comment on considère le savoir. Donc, il y a eu aussi des enseignements qui ont été tirés des attentats qui avaient eu lieu avant, en fait, même aussi par le secteur médical. Et donc, ils avaient déjà tiré des enseignements, notamment de la gestion du Bataclan et autres. Je pense que ça a joué. Maintenant, je ne pense pas que ce soit lié, en fait, le fait qu'ils avaient bien géré les attentats, mais c'est à réfléchir. C'est une question voilà, à réfléchir. Oui, voilà. Les attentats sont sortis aussi un peu de la gestion des risques, puisqu'ils ont fait un arrêté royal spécifique pour les attentats, avec des autres acteurs aussi, une mobilisation d'autres cadres. Donc, il faudrait vraiment. Mais par contre, les autres gestions de crise précédentes n'étaient pas spécialement des gestions de crise qui étaient particulièrement, comment dire, on a eu d'autres crises qui ont été moins médiatisées, de plus faibles ampleurs, dans lesquelles il n'y a pas nécessairement eu des victimes, par exemple. Je pense à un accident de train avec des produits toxiques à Godin, dans un petit village de Wallonie, et où on avait aussi remarqué à ce moment-là déjà toute une série de difficultés, très clairement. Donc, je ne pense pas que... Je ne pense pas que le fait d'avoir bien géré, d'avoir géré les attentats et d'avoir à ce moment-là eu
c'est vrai, une mise à l'agenda et le fait d'avoir été mis déjà dans les enseignements, finalement, là, il y a eu une sorte d'apprentissage, effectivement, dans le cas des attentats, qu'on ne peut pas véritablement voir dans les autres cas de gestion de crise, en fait. Pas de la même façon, en tout cas. Donc, voilà. Ce qui était particulier ici, c'est effectivement le fait que dans le cas du Covid, c'est les acteurs médicaux. Et donc, dans un premier temps, on a analysé ça surtout comme ça, en se disant, ce sont les acteurs médicaux qui sont au premier front. C'est une des premières fois. Donc, mais ensuite, il y a eu les inondations. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas lié au fait que c'était les acteurs médicaux qui étaient en première ligne, hein, mais à d'autres éléments bien plus structurels au niveau de la gestion de crise et de la planification. Voilà, mais je sais pas si toi... Merci pour la question. Compléter. Mais la responsabilité, enfin, ça dépend aussi, c'est un peu comme le risque, il y a deux façons, je crois, de travailler avec ce concept, si on veut faire un travail conceptuel ici. Responsabilité concrètement, comme ça se joue maintenant, en lien avec un régime juridique qui cherche peut-être de plus en plus, c'est ce qu'on observe, à identifier qui n'a pas bien fait son travail et qui donc qui est responsable, donc qui en quelque sorte pose un sérieux obstacle à la fabrication de mémoire collective, parce que les gens n'osent plus parler, les intervenants surtout. Donc ça, c'est dans ce sens-là, la responsabilité, c'est quelque chose de problématique. Maintenant, au niveau vraiment conceptuel, mais c'est assez intéressant. Il y a par exemple Donna Haraway qui a repris ce mot responsabilité en disant, en fait, c'est en anglais, responsibility, c'est responsibility, c'est la capacité de répondre à quelque chose. Et dans ce sens-là, la vulnérabilité, je pense, pourrait ouvrir cette voie, parce qu'alors on ne peut plus nier, on doit répondre. Si on est tous vulnérables, on doit répondre les uns aux autres. Et donc, pour moi, ça renvoie aussi au concept de solidarité, en quelque sorte, par la responsabilité, par la reconnaissance qu'on est des collectifs différents, mais qui sont vulnérables. Si tu veux compléter ou... Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est une piste de réflexion, je crois. Avoir cette possibilité de s'adapter, justement, et de pouvoir faire face à des imprévisibilités qui sont l'essence même d'une crise. Donc, ça veut dire qu'on va être surpris, nécessairement, puisque c'est une crise. Sinon, ce serait une gestion de l'urgence ou une gestion ordinaire, un accident. Donc, comme c'est une crise, nécessairement, il y a un côté imprévisible. Et donc, comment est-ce qu'on peut gérer une imprévisibilité, quelque chose qui n'est pas prévu, qui va nécessairement nous surprendre. Et donc c'est plutôt là-dessus. Comment est-ce qu'on peut se préparer, finalement, à devoir gérer dans des grands contextes d'incertitude, des crises qui, avec les changements climatiques, ça risque de toucher des territoires de plus en plus importants aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer à ces crises du futur et s'adapter? Et donc, notre réflexion, c'est plutôt se dire, il est nécessaire d'impliquer la population pour gérer ces crises. Mais comment le faire? Ça, c'est une question aussi qui est ouverte. Et donc, oui, je pense que c'est surtout ça les éléments importants. Donc, ce ne sont pas les mêmes mesures, mais c'est le même mécanisme. On parle souvent d'intelligence collective aussi, d'avoir une capacité de travailler sur des scénarios et de se projeter aussi dans d'autres... Je suis d'accord. Je crois que ce n'est pas uniquement un problème de transmission entre générations. Enfin, oui, c'est un problème de transmission entre générations, mais qui s'inscrit aussi dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a invisibilisé toute une série de risques et d'indices possibles en allant construire à des endroits où il ne faut pas construire, en fait.
Et donc là, il faut se questionner ici sur nos pratiques d'aménagement du territoire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais oui. J'étais en train de réfléchir à la pandémie. Comment est-ce qu'on peut réfléchir par rapport à ça? Oui. Oui, enfin, oui, c'est peut-être une bonne idée. Merci. Merci pour vos questions. Merci.